vraiment en toute transparence, est-ce que tu penses qu'on devrait mentir sur nos adresses sur les CV? Moi, j'ai un oncle qui habite à Londres. Moi, je suis ghanéen. Du coup, j'ai beaucoup de famille en Angleterre. Lui, il fait de la finance. Il n'est même pas vraiment expert comptable. En allant chez lui, moi, je voyais, il avait une belle maison, etc. Pour moi, il faisait beaucoup d'argent. J'ai demandé à ma mère, qu'est-ce qu'il fait pour avoir tout cet argent? Et ma mère, elle ne sait pas vraiment ce qu'il fait. Elle m'a dit expert comptable. Elle sait qu'il travaille avec des chiffres, etc. Du coup, moi, pendant longtemps, je disais aux gens, moi, je vais faire comme mon oncle, expert comptable, pour avoir une maison comme ça. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Entre Chiens et Loups. Comme vous le savez, au crépuscule des non-dits, nous allumons les débats. Aujourd'hui, dans cet épisode spécial, nous sommes accompagnés d'un invité un peu spécial qu'on présentera après. Donc, pour ma part, je suis toujours Jasmin et j'ai le plaisir de co-animer cette émission avec Blandy. Comment vas-tu, Blandy? Très bien, et toi-même, Jasmin? Parfait, ça va très bien. Je vois que la cravate est assortie à la chaussette. Écoute, on a essayé en tant que bon Congolais de respecter le dress code. Ça me plaît, ça me plaît. Donc aujourd'hui, nous sommes hors case et nous allons essayer de briser les chaînes de l'orientation en France. Et pour ce faire, nous sommes accompagnés de Kobe. Kobe, est-ce que tu peux te présenter brièvement, s'il te plaît? Ouais, du coup, moi, je m'appelle Kobe, j'ai 25 ans. J'ai une toute petite carrière en RH et actuellement, je suis chef de projet rémunération et avantages sociaux. Ok, super. Ben, merci Kobe de nous rejoindre sur cet épisode. Aujourd'hui, c'est toi qui va passer cet entretien. Donc, tu vas être de l'autre côté un peu du bureau, si je peux me permettre. Je pense que ça va être un échange fluide, normal. Après, bon, on aura quelques questions, comme tu le sais. Donc, on s'appelle Entre Chiens et Loups. Je pense que dans cet épisode, je vais laisser le costume de loup à Blandy, qui a une très belle expérience avec notamment le service de recrutement, tout simplement. Et je pense que tu as pas mal de choses à dire, même si moi également, je pense que ça peut être assez intéressant. Avant de commencer et de vous laisser la parole, j'aimerais revenir sur une situation qui nous a tous marqués, celle quand on a en fait 14 ans et quand on nous pose la question de qu'est-ce que tu veux faire plus tard. Et honnêtement, je me dis à 14 ans, t'hésites encore entre aller au McDo ou aller au KFC. Et là, on te demande de choisir un métier pour la vie. Et donc là, dès lors, en fait, on te met déjà dans une case. Tu vas avoir le choix, entre guillemets, d'une carrière générale, d'une carrière professionnelle, ou l'entre-deux, une carrière technologique. Et on va voir, en fait, au travers de ce podcast, comment faire avec Kobe pour se sortir de ces cases. Parce que je trouve que, pour donner un peu une analogie, moi, ça me fait penser, une fois que tu es dans cette case, et tu me diras, Blondie, ce que t'en penses, ou Kobe, c'est un peu comme une partie de Monopoly, une mauvaise partie de Monopoly. C'est-à-dire que si t'as pas la bonne carte chance, tu passes ta vie à payer des loyers plutôt que de construire des hôtels. Je sais pas si vous me suivez. Est-ce que la métaphore vous parle? Bien sûr, bien sûr. Bah, tout d'abord, moi, je suis totalement d'accord. Ouais. Comme tu disais, on est en gros aujourd'hui en France dans un système où on nous demande de prendre des décisions. On parlait tout à l'heure de la question de l'engagement. Yes. Et on nous demande à 14-15 ans de déjà nous engager dans une voie professionnelle, alors que c'est très compliqué à cet âge de savoir ce qu'on veut faire. Moi, si je peux me permettre, je me remets à cet âge. Ce que je peux dire, c'est que je voulais être, comme beaucoup de jeunes à cet âge-là, joueur professionnel de football. Donc, à cet âge de me dire, il faut faire une section professionnelle, faire STI, STG, ESL, c'est vrai que c'est un peu comme rentrer dans un tunnel et jamais en voir son bout. Ouais, non, je suis d'accord. Je sais pas ce que tu partages comme avis, toi, Kobe, sur la question. Quelle a été ta réponse quand la conseillère d'orientation t'a demandé ce que tu voulais faire à 14 ans? Ben moi, il faut savoir que j'ai jamais rencontré de conseillère d'orientation de ma vie. Ok, déjà, d'accord, faut commencer. ok. Mais c'est vrai qu'à 14 ans, personne ne sait. Les gens qui savent, la plupart, soit ils répètent ce que leurs parents ils leur ont dit de faire, C'est vrai. soit ils ont une passion, c'est-à-dire il y a des gens, ils aiment les avions, du coup, ils veulent être pilotes, etc. Mais pour la majorité, peut-être 80% des enfants de 14 ans, ils ne savent pas ce qu'ils veulent faire. Moi, jusqu'à 2021, par exemple, je ne savais pas ce que j'allais faire. Et 2021, c'était pour situer un peu, t'étais où? 2021, j'étais en Master 1. Ah, Master 1, Ouais, ok. Et tu savais pas encore ce que tu voulais faire. Je savais faire? pas encore ce que je voulais faire. Ok, super intéressant. Donc, la question de l'orientation, c'est une grosse question. Même, il y a des gens qui, à 30 ans, font des réorientations.
qui change complètement de métier. Je suis tout à fait d'accord. Et demander à quelqu'un qui a 14 ans, comme tu as dit, qui ne sait pas s'il veut manger au McDo, c'est compliqué. Je suis tout à fait d'accord. Et avant de te laisser le floor, Blandi, et que tu nous racontes un peu ton expérience, juste on va dire de 14 ans jusqu'à la fin de tes études, je trouve que ça peut être intéressant de donner cette expérience-là, ce retour-là, parce que je trouve, honnêtement, que tu as une expérience atypique. Avant de te connaître, je pensais que mon expérience était atypique, mais la tienne, je trouve qu'elle est beaucoup plus riche et elle peut motiver du coup les jeunes qui nous regardent et qui nous suivent. Et du coup, moi, je voulais juste donner un fait historique. Hein. Moi, j'ai toujours resituer un peu le contexte, etc. Et en fait, c'est vrai qu'en France, on a un héritage. À l'époque, en fait, quand ton père était boulanger, t'étais boulanger. T'avais pas trop de solutions, en fait. T'avais pas de moyens d'échappatoire, etc., etc. Et en fait, il a fallu attendre 19e, 20e siècle avec l'école obligatoire. Pour là, en fait, on a commencé à avoir, du coup, le choix, entre guillemets. Bien sûr. Et on a vu, du coup, quand t'étais bon en maths, t'allais, du coup, dans une filière scientifique. Quand t'aimais lire, t'allais dans une filière un peu plus littéraire. Et quand t'étais pas forcément bon à l'école, et ça, c'est quelque chose qu'on a gardé, on te fait comprendre que les longues études ne sont pas faites pour toi. Et donc ça, pareil, ça a continué d'évoluer comme ça a évolué comme ça, 1950, 1960. Là, on a eu l'apparition de filières un peu plus spécifiques. Donc, on a commencé à croire qu'on avait peut-être un peu plus le choix, que les métiers n'étaient moins axés. Mais, et on s'est dit, ça marche bien comme ça. Sauf que non. Je sais pas si vous êtes au courant, mais une étude montre que 60% des jeunes diplômés estiment avoir été mal orientés. Et à la suite de ça, il y a une autre étude qui corrobore un peu cette étude-là. Je sais pas si Kobe, tu es familier avec ça, c'est qu'en fait 30% des gens en France notamment, en fait, ils vont se reconvertir. Ils vont se reconvertir 10 ans après avoir commencé du coup par exemple une carrière de comptable ou de gestionnaire. Et au bout de 10 ans, ils se rendent compte que voilà, ils en ont marre des tableaux Excel, qui préfèrent du coup, qui ont, je sais pas, peut-être un talent pour dessiner. Et ils se reconvertissent dans une carrière de tatoueur à Bali. Donc là, j'extrapole. Hein. C'est pour donner un exemple. Et du coup, voilà. Donc moi, c'est pour ça que du coup, on a la chance d'avoir Kobe. Et je voulais en fait savoir du coup, parce que j'ai cru comprendre que toi aussi, tu as eu du temps un peu à te décider et à t'orienter. Et du coup, qu'est-ce qui t'a aidé? Et est-ce que aujourd'hui, du coup, avant d'écouter Blandi sur ton expérience, est-ce qu'aujourd'hui, il y a un conseil que tu aimerais donner aux jeunes qui nous regardent? Je vais commencer par mon histoire, moi. Ok. Moi, pendant longtemps, je disais aux gens que je voulais être expert comptable, mais je ne savais pas vraiment en quoi ça consistait. En fait, moi, j'ai un oncle qui habite à Londres. Moi, je suis ghanéen. Du coup, j'ai beaucoup de famille en Angleterre. Okay. Et lui, il fait de la finance. Il n'est même pas vraiment expert comptable. Ouais. Mais en allant chez lui, moi, je voyais qu'il avait une belle maison, etc. Pour moi, il faisait beaucoup d'argent. Ouais. J'ai demandé à ma mère qu'est-ce qu'il fait pour avoir tout cet argent, et ma mère elle sait pas vraiment ce qu'il fait. Elle m'a dit expert comptable, elle sait qu'il travaille avec des chiffres, etc. Et t'avais quel âge là? T'avais quel âge? Et là j'avais peut-être j'étais au collège, j'avais peut-être 11-12 ans. Du coup, moi, pendant longtemps, je disais aux gens, moi, je vais faire comme mon oncle, expert comptable, pour avoir une maison comme ça. Du coup, pendant longtemps, j'ai suivi mon cursus, tout ça. En plus, j'étais bon en maths. Du coup, je me disais, je vais aller là-bas, etc. Et arrivé en première année d'université, je me suis rendu compte que la compta, moi, j'aime pas ça, en fait. J'aime pas ça. C'est intéressant ce que tu dis. J'ai laissé tomber complètement. Ok, tout de suite, là, directement, ouais, je me suis dit, non, je me vois pas faire ça, ça m'intéresse pas. Mais je savais pas quoi faire. Je suis allé en RH parce que j'avais un prof de GPEC, ça veut dire gestion des emplois et des compétences, qui était gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, qui était intéressant. Les exemples, etc., comment il communique avec nous, c'était du concret, j'aimais bien. Du coup, je me suis dit, je vais aller en RH. J'y vais. Là aussi, j'aime pas. Mais il faut savoir que moi, je suis dans une famille où il y a un peu une pression académique, où il faut faire les études en one shot. Il n'y a pas le temps de réorientation, etc. Ça, c'est quelque chose aussi, ça. Du coup, moi, j'ai continué sans vraiment aimer. Mais je me suis dit quoi, bon, j'ai mon master et après, on verra.
Et en Master 1, je suis allé dans une bonne école. Et là, j'ai découvert ce que je fais actuellement, les rémunérations, avantages sociaux. Ça m'a plu directement. Et du coup, je me suis dit, je vais faire ça. Du coup, en 2021, j'ai choisi mon métier que j'allais exercer en 2023 quand j'aurai mon diplôme. Ok. Voilà à peu près moi Ton ce qui s'est histoire. passé, mon histoire. Ouais. Après, le conseil que je donnerais aux jeunes, déjà, c'est maintenant on a facilement accès à Internet. Ok. C'est vrai que c'est compliqué de savoir par où commencer. Ouais. Donc, vraiment, il faut demander aux plus grands que soi, aux gens autour de soi. Et même, c'est à notre rôle, nous, qui avons fini nos études, De les orienter. de les orienter, de les accompagner, de voir à peu près ce qu'ils aiment, tout ça, etc. Parce que quand on est jeune, ben déjà, on ne connaît pas tous les métiers. Moi, le métier que je fais actuellement, Tu le connaissais ben, pas. je ne le connaissais pas. Ouais, oui. Je ne le connaissais pas. Il y a des gens qui ont mon âge qui ne le connaissent pas. Donc, Moi d'ailleurs, voilà. je vais pas le cacher. Voilà, donc moi, c'est le conseil que j'ai à donner aux jeunes. Ok, Vraiment, super. Blondie, tu peux de- nous faire part de ton expérience sur la question? Comme tu le disais un peu tout à l'heure, Jasmin, moi j'ai un parcours assez atypique. J'ai fait d'abord un bac STG. À la suite de mon baccalauréat STG, je suis parti à New York parce que c'est une ville que j'avais déjà visitée, qui me plaisait beaucoup. Ok. Et deuxièmement, un vieux sage me disait à l'époque, il y aurait deux choses qui seraient importantes dans l'avenir. La première, c'était l'informatique, on le voit aujourd'hui, et la deuxième, ça serait l'anglais. Et c'est vrai que c'est vraiment quelque chose de mon jeune âge que j'avais compris. J'ai pris conscience, je suis parti à New York, j'ai fait un peu comme tout le monde. Je me suis posé 1 an à apprendre l'anglais, où j'ai passé le TOEFL. Ensuite, j'ai intégré l'université. J'ai fait 2 ans de droit des affaires. Encore une fois, comme Kobe dit tout à l'heure, la pression familiale parce que on a de la famille qui sont un peu dans les affaires, donc on se dit pourquoi pas demain devenir avocat pour eux. Et au bout de 2 ans, je me rends vraiment compte que c'est vraiment pas ce que j'aime. Ok. Donc je décide de partir dans quelque chose de beaucoup plus général. Et après 3 ans, j'obtiens une licence, un bachelor, comme on dit aux États-Unis, en business administration et management. Donc, je vois vraiment de tout, du marketing, du droit, du management. Et c'est vrai que à cette époque-là, le management, c'est vraiment la matière qui ressort. Ok. Donc, je me dis, voilà, je suis content. Je me situe à peu près en 2015. J'ai eu mon bachelor et je me souviens, je suis dans la chambre d'hôtel avec mon père à l'époque. On est à New York et il me dit, bon, c'est quoi la suite? Est-ce que tu restes aux États-Unis pour faire ton master? Qu'est-ce que tu fais? Et là, je lui dis, bah écoute, l'anglais, ça me plaît. Je suis à l'aise en anglais, mais j'ai envie de découvrir quelque chose de nouveau, une nouvelle langue, une nouvelle culture. Super. Donc, je fais 2 ans en Chine. La première année à Shanghai Ok. et la deuxième année à Guangzhou. Et pourquoi la Chine? Excuse-moi de te couper. Parce qu'à cette époque-là, je me dis, la langue aujourd'hui qui est parlée dans le monde, le plus parlée dans le monde, c'est l'anglais. Et la deuxième langue qui va arriver, ça va forcément être le chinois, le mandarin. Parce qu'il faut dire, le chinois, il y a plusieurs dialectes. Donc le mandarin, pourquoi pas l'apprendre? Et c'est vrai que pour comprendre aussi le monde des affaires, aujourd'hui, on voit que les partenaires des plus grandes nations restent quand même la Chine. Aujourd'hui, nos téléphones portables viennent de la Chine. Les habits qu'on porte viennent de la Chine. Donc, je veux vraiment, entre guillemets, aller en immersion dans cette culture et comprendre comment les Chinois voient le monde. Ok, Vraiment super. le monde vu de la Chine, quoi. Et j'y reste 2 ans. La première année, je prends des cours de mandarin. Et je travaille un peu avec une compatriote française que je rencontre sur place et elle me fait rentrer dans son cabinet où elle est chargée RH, un peu comme Kobe. Et la deuxième année, je décide de faire quelque chose de beaucoup plus différent. Je vais dans le sud de la Chine, donc à Guangzhou, pour faire un peu de l'import-export entre la Chine et le Congo. À la suite de cela, je me dis, bon, la Chine, c'est bien. Je suis aussi en train de construire une famille aussi à côté qui est en France à ce moment-là et je me dis pourquoi pas rentrer en France. Donc je reviens en France et je fais un MBA en finance internationale parce que je veux vraiment consolider mes bases, mes repères en finance. Et c'est vrai que aussi c'était un master en full English. Donc après, on va dire 9 ans à l'étranger, c'est vrai que je me sentais quand même beaucoup plus à l'aise de partir sur des cours en anglais. Donc c'est un peu ça mon parcours scolaire, mon background. Ok, super. Et ben moi,
je vais vous faire part de mon expérience également. Et je vais déjà vous poser une question, comme ça, vous aurez le temps d'y réfléchir. Je trouve que tu as un profil super atypique. On voit que tu touches à plusieurs domaines de par justement ton background. Et la question, c'est que, est-ce que les RH, ils aiment ce genre de profil atypique? Est-ce qu'ils aiment le hors-piste? Donc, on se retrouve dans 5 minutes. Le temps que moi aussi, je vous fasse part, je me prête à l'exercice et que je vous fasse part de mon histoire. Donc, moi, c'est vrai que Kobe, tu as parlé de pression familiale. Moi, je pense que ça a été une pression naturelle parce que je suis l'aîné chez moi, faut savoir, comme tu le sais, Blandy. Mais j'ai jamais eu cette pression de mes parents. Moi, il y a juste ma mère qui m'a dit une chose. J'étais très petit, je sais plus quel âge j'avais. Et elle m'a dit, mon fils, il faut que tu sois ingénieur. C'est les choses que ma mère m'a dit. Je savais même pas ce que c'était. Je me suis dit, ok, il faut que je sois ingénieur. C'est un peu comme toi avec l'oncle qui était un peu expert comptable. Et donc voilà, moi à l'école, j'ai toujours été un élève lambda, on va dire, hein, un élève moyen. Je pense que, comme j'ai dit là, on est dans des cases, donc je vais me mettre dans la case élève moyen. Et donc, j'avais quand même pour modèle, j'avais un oncle. Vous connaissez, on est des Africains. Mon oncle, il avait 6 ans de plus que moi. Donc, c'était un peu mon repère. Et il avait, du coup, lui, il avait un attrait pour tout ce qui est, du coup, mathématiques. Donc, un peu comme toi, Kobe. Donc, lui, c'était vraiment les sciences. C'était, comme tu l'as mentionné, Blandy, l'informatique. Et on voit que, justement, bah, ça a du sens et que le cheval, c'était un cheval gagnant. Et donc, il s'est orienté vers ce cursus-là qui est vraiment scientifique, dans la recherche, et ainsi de suite. Et donc, moi, j'ai beaucoup été inspiré par lui, et donc, je me suis dit que j'allais faire la même chose. Donc, quand j'arrive à ces fameux 14 ans, la conseillère d'orientation me demande « Qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?» Je vous avoue que c'était un peu flou dans ma tête, et que c'est intéressant ce que tu as dit, Kobe, parce que je voulais être expert comptable également. Donc, je lui dis « Je veux être expert comptable. » Et honnêtement, j'ai eu un rapport assez étrange avec la conseillère d'orientation. C'est qu'elle a regardé mon bulletin, elle a regardé mes notes, et elle m'a dit, écoute, je m'en souviens comme si c'était hier. Elle m'a dit, écoute, premier trimestre, t'as eu 12. Deuxième trimestre, t'as eu 11. Si troisième trimestre, tu continues et que t'as 10, ça va être compliqué pour toi d'aller en général. Donc, moi, ce que je te propose, c'est d'aller vers une filière un peu plus technologique. Et ensuite, si jamais tu t'en sors, reviens me voir. Et comme ça, du coup, on va voir ce qu'on peut faire pour te rebasculer dans une filière un peu plus scientifique. Ok. Donc moi, je me suis dit, ok, pas de souci. Je pense que peut-être qu'elle me disait ça, c'était une disquette pour elle. Elle pensait qu'elle allait plus jamais me revoir. Et du coup, ce qui se passe, c'est que 6 mois après, je repars la voir. Je lui montre mon bulletin. Elle voit 16 de moyenne, etc. Elle me dit, je pense qu'elle m'avait oublié. Mais elle me dit, ok, deuxième trimestre, viens me voir. Si je vois que tu as au moins 17, là, on monte un dossier. Et comme ça, tu pars, du coup, dans une école en général. Donc là, pareil, tac, deuxième trimestre, je ramène 17. Et là, elle me dit, ok, on va faire le dossier. Moi, à côté de ça, je lui dis, je pense qu'on se mange tous à soi-même. Hein. Je lui dis, vous inquiétez pas, pour pallier mon retard, je vais faire des stages d'été, voilà, sur certaines matières pour m'améliorer. Comme ça, je vais rattraper mon retard. Ce que je n'ai pas fait, bien évidemment. Et donc, ça s'est fait, honnêtement. J'arrive dans ce cursus un peu plus général, scientifique. Et donc là, honnêtement, aussi surprenant que ça puisse paraître, j'avais repris mon rôle de élève moyen. Donc voilà, j'étais entre les 11-12. Mais les gens dans ma classe, ils étaient surpris. Tu viens d'un cursus un peu technologique. Et là, t'arrives avec nous. Nous, on a ce cursus général et t'arrives à suivre. Et donc voilà, donc ça se passe comme ça, de fil en aiguille. Et là, moi, je regarde mon oncle, qui était, comme je vous ai dit, c'était un peu le modèle. Je vois qu'il a fait un DUT, génie électrique, informatique industrielle. Donc moi, je me dis, ok, moi aussi, je vais faire ça. Donc ensuite, j'arrive, j'ai mon bac, etc., que je passe avec ton frère, ce qui est marrant. Et du coup, voilà, on passe le bac, ça se passe super bien. Donc moi, je vais en DUT génie électrique, informatique, industriel. Et là, honnêtement, il y a une matière, c'était tous les lundis, à 9h, de 9h à midi, t'es derrière ton PC et tu codes. Tu fais de la programmation. J'ai craqué. Honnêtement, j'ai craqué. Tu rentres chez toi, il est 20h, t'avais des écrans, et j'avais pas de lunettes à cette époque. Donc là, voilà, c'est pas pour le style, mais voilà, parce que je suis resté trop devant les écrans. Et je me suis dit, en fait, c'est pas fait pour moi. Je pense que c'est à ce moment-là que j'ai eu ce recul de dire, en fait, mon oncle a été un modèle jusque-là, mais là, je pense qu'il faut que je regarde un peu plus ce qui m'intéresse.
Et je sais pas vous, mais moi, j'ai toujours été intéressé par le corps humain, par la science, etc. Mais la médecine, ça m'intéressait pas forcément. Et j'ai vu que, en fait, mon école proposait un cursus un peu hybride, alliant, du coup, nos connaissances informatiques avec la médecine. Donc, on parle beaucoup de médecine connectée aujourd'hui. Et donc, je me suis dit, ah, pourquoi pas, ça peut être pas mal. Du coup, donc, je me suis orienté dans ce cursus. En plus, c'était en professionnel, donc il y avait une immersion. Donc, je me suis lancé dedans. Ça m'a plu. Et donc, après, j'ai continué dans cette voie-là. J'ai eu le même raisonnement que Blandy. Je me suis dit, quand j'ai fini, j'ai eu ma licence. Je me suis dit, le plus important aujourd'hui, je pense que c'est la langue. Parce que la barrière de la langue, ça peut te fermer beaucoup de portes. Notamment, avec tout ce qu'on a aujourd'hui, l'IA, etc., etc. Il y a beaucoup de documentation qui sont en anglais, notamment dans mon domaine, l'électronique. Et je me suis dit, t'es nul en anglais, il faut que tu sors de ta zone de confort, il faut que tu ailles dans un pays, du coup, anglophone. Et donc, comme tu le sais, Blandy, je suis parti à Londres. Et je suis resté là-bas, donc, entre 6 mois et 9 mois. Et donc, quand je suis revenu, j'ai fait mon master. Et donc, voilà. Donc, voilà pour être au même niveau que vous. Je ne sais pas si vous avez mûri à ma question. Donc, je vais la reposer. Donc, un profil atypique, aujourd'hui, est-il intéressant pour les recruteurs? Kobe, je te laisse le floor. Non, vas-y, commence. Pour ma propre expérience, je te dirais non. Okay. Parce que justement, quand je regarde mon background scolaire et même mes expériences professionnelles, aujourd'hui, beaucoup de recruteurs se posent des questions sur est-ce que j'aime vraiment ce que je fais? C'est-à-dire, je m'explique. Le problème, c'est qu'à la suite de mon MBA, j'ai fait beaucoup de missions en comptabilité, pour être honnête avec toi, Kobe. Et je suis un peu aujourd'hui le profil atypique. Ben, écoutez, super, t'as habité aux États-Unis, t'as habité en Chine, tu parles anglais, tu parles un peu mandarin, tu parles un peu espagnol, tu vois, toutes les bonnes qualités, mais on n'arrive pas forcément à me mettre dans une case. Et c'est vrai que quand j'envoie à de nombreuses reprises mon CV, tu as l'impression, tu reçois quand même des appels, mais après, par la suite, quand tu leur expliques un peu ton expérience, l'impression que ça donne, c'est quelqu'un qui ne sait pas vraiment ce qu'il veut faire. Alors que clairement, j'ai une vision et je sais où je veux aller. Donc justement, je veux te laisser justement répondre aussi, Kobe, à cette question et vraiment aussi de mûrir sur la question de est-ce que justement, comme Jasmin disait, les recruteurs aujourd'hui, vous voulez vraiment des profils atypiques, c'est-à-dire quelqu'un qui est un peu touché à tout ou quelqu'un qui a vraiment un parcours uniforme? Moi, je pense qu'il y a une ancienne génération où ils veulent vraiment que des gens qui ont touché à une chose. Et même, pour être plus précis, il y a une ancienne génération qui veulent des gens qui ont touché à une chose et dans un secteur d'activité. C'est-à-dire, tu as été comptable à la BNP, ta prochaine entreprise, c'est la Société Générale. Ok, j'ai compris. Ouais. Ça, c'est l'ancienne génération. Okay. Vraiment, tu as été comptable à Citroën. La prochaine fois, tu vas chez Renault. Exactement. Mais ça tend à changer avec la nouvelle génération qui est plus à l'écoute et qui écoute les nouvelles demandes. Ils savent que depuis 2020, en vrai, depuis le confinement, il y a beaucoup de gens qui font des réorientations, etc. Et qui changent de métier, qui essayent de toucher à tout, qui ont des profils atypiques. Certes, la majorité, ils sont un peu sur l'ancienne pensée, c'est-à-dire, tu as fait un truc, tu fais ça toute ta vie. Mais je pense qu'il y a une nouvelle génération de recruteurs qui est plus à l'écoute des candidats, et surtout sur les métiers en tension où on a du mal à recruter, et qui essayent un peu plus de s'ouvrir aux profils atypiques dont on parle, comme le tien, je pense. Ok, d'accord. C'est super, c'est intéressant ce que tu dis, parce que je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, mais le monde du travail, il est mouvant, c'est-à-dire qu'il évolue, et je ne comprends pas, en fait, malgré ton explication qui est très claire, pourquoi, du coup, on est toujours aussi fermé, et que vraiment, on est dès qu'on est dans une case, en fait, on a du mal un peu à être vu et à être écouté, à être reçu. Et autre chose qui me sort parfois de mes gonds, c'est vraiment ce laxisme qu'ont les recruteurs lorsque, notamment, tu vas envoyer ta candidature et on va te faire miroiter, du coup, des entretiens, on va te faire croire que tu es important, que tu es intéressant, qu'on aime ton profil, mais en fait, on va même pas te répondre, tu vois,
On va pas te respecter, te considérer dans le processus de recrutement. Ouais. Je m'explique. C'est-à-dire que tu vas envoyer ta candidature, on va revenir vers toi, on va t'appeler, on va te dire « Ah, j'ai vu que vous avez envoyé votre candidature, est-ce que vous êtes toujours à la recherche ?» Tu vois, déjà, les questions, elles sont mal pointées. Elles sont mal pointées. Tu as reçu mon CV, tu sais que je suis à la recherche. Tu vois ce que je veux dire? Non, tout à fait, tout à fait. Et je suis vraiment tout à fait d'accord avec Jasmin. Et franchement, Kobe, si on devait vraiment parler de mes expériences avec les RH, j'ai tellement d'anecdotes. mais vraiment, comme disait Jasmin, moi, ce qui me dérange, c'est on te fait vraiment sentir que tu es important. Ou par exemple, tu vas envoyer ton CV, on vous appelle, oui, bonjour Blandy, j'ai reçu votre candidature pour tel poste, etc. Et écoutez, je vais échanger avec le manager ou avec la société et on revient vers vous. Et il n'y a pas de retour. Et moi, franchement, je trouve ça vraiment, pour moi, c'est un manque de respect. D'accord. J'ai discuté avec des RH qui me disaient, oui, mais écoute, Blandy, on reçoit énormément de CV, etc. Ce que je peux comprendre. Mais à partir du moment où on prend 5 minutes pour appeler un candidat, ça veut dire que le profil vous plaît. Donc, à partir de cela, je pense qu'il est quand même important de faire un retour. Et moi, je dis toujours aux recruteurs, lorsque j'envoie une candidature, que ça soit positif ou négatif, il est important de faire un retour. Parce que même sur un retour, on peut comprendre aussi ce qui n'a pas marché. Est-ce que c'est le CV qui doit changer? Est-ce que c'est ce que j'ai dit qui n'a pas plu? Et justement, ça m'appelle à te poser une question. Beaucoup de RH disent que lorsqu'on envoie des CV, ce que les gens regardent en interne, c'est par exemple les mots-clés. Est-ce qu'aujourd'hui, tu penses que lorsqu'on envoie son CV, il faut faire attention aux mots-clés qu'on envoie pour certaines professions? Ma question, c'est vraiment sur quoi les RH aujourd'hui s'appuient pour la sélection d'un CV? Déjà, je ne suis pas un expert en CV. Parce que moi, j'ai fait très peu de recrutement dans ma vie. Ça ne m'intéressait pas. Mais en fonction des postes, en fait, le truc, c'est quoi? C'est plus ton poste, il y aura de candidatures, plus les mots-clés, les expériences, etc., ils vont être regardés. Moins il y aura de candidatures, plus on va regarder la profondeur, etc. Ouais. Du coup, ça dépend vraiment des métiers, mais moi, je pense que les mots-clés, c'est un peu un truc. Lorsqu'on ne sait pas quoi faire de toutes ces candidatures, on décide de choisir sur quoi on va les départager. C'est-à-dire là, on décide que ce sera les mots-clés. Les métiers où on reçoit 10 candidatures, on n'a pas le temps de regarder des mots-clés, etc. On appelle le candidat, on échange avec lui, on voit ses connaissances, son savoir-être. Et puis, si on peut le recruter, on le recrute. Moi, je pense que les recruteurs, on va dire entre guillemets, ils font les malins quand ils ont beaucoup de candidatures. Mais quand ils n'en ont pas beaucoup, c'est un peu moins... le rapport de force, il est inversé. Ouais. Moi, il y a quelque chose que j'ai du mal à comprendre, c'est pourquoi, en fait, quand le candidat vous donne du temps, vous accorde du temps pour un entretien, vous avez du mal, en fait, à revenir dans des délais acceptables, que ça soit positif ou négatif, comme l'a mentionné Blandy, vers le candidat. En fait, aujourd'hui, et même c'était comme ça à l'époque, dès qu'on a eu notre diplôme, il y avait déjà ce système de réponse automatique. Mais même ça, au bout d'une semaine, tu n'as même pas de réponse. Tu sais même pas quoi penser. Tu sais même pas comment te positionner. Moi, je sais que j'ai un ami, il avait le choix entre 2 boîtes, mais il en préférait une autre plutôt que l'autre. Et donc, il a préféré du coup attendre la réponse du deuxième. Il avait l'accord, il avait l'accord de la première, mais il a dit, écoutez, laissez-moi 48 heures que je réfléchisse. Et donc, 48 heures après, il n'a pas eu de retour de l'autre, donc il repart vers le premier fournisseur qui voulait le prendre. Et là, le fournisseur qui voulait le prendre lui dit, on a déjà trouvé quelqu'un. Moi, je pense que aujourd'hui, les candidats, ils ont leur mot à dire. C'est-à-dire, par exemple, ton ami. Si j'étais ton ami, j'aurais appelé l'entreprise où j'ai envie d'aller. Et je l'ai déjà fait, ça. Et je leur aurais dit, moi, j'ai une proposition ici. Si vous me donnez pas une réponse dans 24 heures, 48 heures, une semaine, si vous voulez, moi, j'accepte l'autre proposition et vous perdez un candidat que peut-être vous aimez bien. Après, ce qui est des réponses,
faut savoir que c'est pas tout le temps de la faute des RH. Après, moi, je défends pas, Ouais, non, bien sûr. je défends pas ma profession ou je sais Ouais. pas quoi. Mais parfois, le RH, par exemple, il va envoyer ton CV au manager de l'offre. C'est-à-dire, là, on a souvent l'offre. utilisé, Ouais. on a souvent utilisé l'exemple du comptable. Il envoie au manager des comptables. Mhm. Le manager des comptables, il va pas répondre, en fait. Mm. Et du coup, le RH, lui, il est Il dans peut pas une prendre impasse. l'initiative en fait. de Voilà, de c'est ça, en fait, répondre le au candidat, problème. quand même. C'est parfois les RH, ils prennent pas assez d'initiative. Bah oui. Je pense qu'ils respectent pas assez la personne qu'ils ont en face. Personne Alors qui que sont en face. les RH eux-mêmes, ils postulent, en fait. Ouais, Ils bah ont oui. eux-mêmes, des fois, à chercher du travail. Et du coup, ils aiment pas qu'on leur fasse ça, mais malheureusement, Ils le font aux ils le font aux autres. Ouais. Donc, ouais, c'est malheureux, en fait. Mais c'est vraiment très important ce que tu viens de dire. Et tu vois, ça m'amène à dire que on est dans une atmosphère aujourd'hui où tu cherches du travail et tu as parfois l'impression de supplier les gens. Alors que c'est pas des candidatures spontanées. Tu réponds à une offre. Donc, à partir du moment où tu réponds à une offre, que quelqu'un te contacte, on te dit, bah, voilà, moi j'aime bien votre CV. Comme tu disais, tu te présentes, le savoir-être. La personne, c'est carré, ça rentre dans les clous. Même si tu vas voir le manager et que tu vois que, bon, il y a un temps de latence, ça prend 1 semaine, 2 semaines, c'est que bah, peut-être que soit il n'a pas lu, soit il n'est pas intéressé, mais il est toujours important de revenir vers le candidat. Et moi, parfois, les expériences que j'ai pu avoir, c'est carrément, tu dois les relancer à plusieurs reprises, et au bout de plusieurs reprises, ils reviennent vers toi. Ah, mais oui, mais je suis désolé, bah écoutez, ça ne l'a pas fait. Mais vous le saviez déjà depuis longtemps. Donc, pourquoi me faire perdre de temps et je dirais même plus que du temps, parce que c'est un espoir. Il y a aujourd'hui des gens qui sont dans des situations où ils cherchent du travail parce que bah, financièrement, ça va pas, parce qu'ils ont envie de travailler. Tout n'est pas forcément financier. Oui, tout travail mérite salaire. Je suis totalement d'accord. Mais il y a des gens aujourd'hui qui ont envie de travailler, qui n'ont pas forcément envie d'être au chômage, qui ont envie de bosser. On voit que le taux de chômage ne faut qu'augmenter. On voit que bah, les droits pour le chômage, etc., commencent à devenir beaucoup plus compliqués pour les Français. Et lorsque les gens, justement, envoient des candidatures et qu'on a l'impression de se prendre des gifles à chaque fois, c'est vrai que on se pose des questions. Bah, est-ce que c'est peut-être pas mieux que je reste au chômage? Ou est-ce que c'est peut-être pas mieux que je me lance, je sais pas, en freelance? On voit beaucoup de gens aujourd'hui se lancer en freelance, mais on parlait des orientations aujourd'hui. Beaucoup de gens s'orientent vers d'autres métiers. Donc vraiment, Jasmin, je vais te laisser continuer et reprendre le floor. Mais c'est vraiment de comprendre en fait cet écosystème aujourd'hui où, par exemple, à contrario des pays anglophones, tu disais tout à l'heure que tu viens d'une famille ghanéenne, on va arriver dans un système où les gens ne vont pas forcément regarder tous les diplômes, ils vont regarder l'expérience, ils vont dire, bon voilà, est-ce que cette personne, on peut l'apprendre, est-ce que ça peut le faire? En fait, on va être beaucoup plus dans une, entre guillemets, thématique de personnalité. Alors qu'en France, c'est plus, bon, il a fait ça, il peut pas faire ça. Non, il faut donner sa chance à quelqu'un. Je ne dis pas à quelqu'un qui a fait, qui a un DEC, un diplôme d'expertise comptable, de demain de devenir chirurgien. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais je dis qu'il est important aussi de donner sa chance parce que je pense qu'il y a des gens qui ont de la volonté et qui veulent aussi apprendre. Et moi, je sais que quand je me vends aujourd'hui sur le marché du travail, j'aime beaucoup dire aux recruteurs, oui, j'ai fait ça en comptabilité, oui, j'ai pas fait ça, mais je veux aussi apprendre. Parce que c'est ça aussi qui fait que quand les gens arrivent sur des postes, bah, au bout de 2 mois, 3 mois, ils sont lassés. Tu m'enlèves les mots de la bouche. Moi, j'aurais encore 2 questions à te poser, Kobe, pour faire avancer un peu le débat. Il y a notamment une question, c'est celle de la fourchette de salaire. Cette question, elle est un peu... Tu vois, je la comprends pas forcément. Je te vois rire, tu vois. Parce que c'est un peu mon métier, ça, en fait. Tu vois. Ok, donc, d'accord. Déjà, parce qu'en fait, il y a 2 choses. Tu as soit en face de toi un recruteur qui n'est pas prêt, et dans ce cas-là, quand je dis qu'il n'est pas prêt, il sait pas quel est le budget pour te recruter. Ouais. Mais il va quand même te poser la question de la fourchette de salaire qui peut te mettre à défaut. La question, c'est de savoir quelle est ma prétention salariale. Est-ce que cette question, déjà, elle est bloquante? Ou... Parce que moi, pour avoir passé des entretiens, généralement, ce que je dis, pour que ça soit clair, je me reprends pour être clair, c'est que moi, généralement, je vais dire, écoutez, ma fourchette, c'est tant. Pour donner des chiffres,
même si parler de son salaire, c'est tabou. Ouais, Je vais dire, par exemple, ma fourchette, c'est 50-55. Ok. Par contre, je lui dis, écoutez, si le salaire est bloquant, rappelez-moi, on négocie, on voit ce qu'on peut faire. Maintenant, voilà, moi, j'ai été amené à voir avec des recruteurs qui vont te dire, ah, ça peut être compliqué, etc., machin. Ouais. Et ensuite, ils te rappellent, ils te disent, bon, voilà, nous, c'est 45. Mm. Mais parfois, ils vont même pas te rappeler et ils vont te dire, bah, on a préféré prendre un autre candidat. Ouais. Et donc, cette question de fourchette de salaire, est-ce que c'est une question un peu... tu vois, c'est un peu la question qu'on est obligé de poser, mais qui n'a pas forcément de sens, comme quelles sont tes qualités, quels sont tes défauts? En Ou fait, c'est vraiment une question qui a de l'influence? normalement, la fourchette de salaire, c'est pas censé avoir de l'influence sur ta candidature. Alors, j'aime beaucoup ton honnêteté. En fait, le problème, c'est que parfois, les recruteurs, ils se tournent pas vers les bons profils. C'est-à-dire, moi, je suis dans un métier où nous, on donne les fourchettes de salaire pour chaque poste. Ok. C'est-à-dire, si vous voulez recruter quelqu'un par exemple, encore un comptable, mais un comptable, décidément. mais de niveau senior, c'est-à-dire qui a entre 5 et 10 ans d'expérience, Ouais. c'est temps. Ok. Et du coup, le recruteur, quand il regarde les CV, il doit faire attention. Il doit regarder ceux qui ont entre 5 et 10 ans d'expérience pour pas prendre quelqu'un qui a 15 ans d'expérience et qui va demander plus. Pour éviter de faire perdre du temps à tout le monde. Parce que là, tout le monde perd du temps, en vrai, dans l'histoire. Le recruteur et le candidat. Mais le problème, c'est que... J'ai une autre question, excuse-moi de te couper. Est-ce que ça serait peut-être pas mieux de soit mettre sur le... Mais en sur fait, l'offre, justement... ok, t'allais en venir. J'allais en venir, c'est qu'à partir de 2026, il y a une directive européenne qui va obliger les entreprises à mettre sur l'offre les fourchettes de salaire. Super. Ça, c'est très intéressant. Du ça. Super intéressant. Ouais. Et du coup, il n'y aura plus ce genre de problème. Mhm. Quand tu postules à une offre, tu vois la fourchette de salaire. Si tu sais que tu es au-dessus, postule pas. Alors C'est ça, c'est très, très, très intéressant. Mais du coup, est-ce que ça va pas, entre guillemets, pousser les entreprises à un peu, si je peux me permettre, truquer un peu le jeu? Imaginons que le budget pour le poste soit de 70K. Est-ce que les entreprises ne seront pas poussées à dire, bon, allez, on met une fourchette de salaire de, je sais pas, 55-65 par exemple? Ça, ce serait pas très intelligent de la part des entreprises de faire ça, parce que si le budget de l'offre, c'est 70K, c'est que tu cherches quelqu'un qui est expert et qui vaut 70K. Si tu recrutes quelqu'un qui vaut 50K, 45K et qui fait pas le travail, faut pas venir pleurer après. Donc, ce serait pas très intelligent de la part des entreprises de le faire. Après, il y a des entreprises, elles sont dans le total bénéfice, c'est-à-dire elles cherchent tout le temps à gratter. Exactement. Ça, c'est un gros problème, mais si l'entreprise a une forte politique de rémunération en avantages sociaux, ça, c'est ce genre de truc, ça devrait pas arriver, normalement. Ok. Super intéressant. Bon, on arrive un peu à la fin de cette émission. Moi, j'aurais une question, je sais pas si tu en as une dernière également, Blondie. C'est pour recentrer un peu, du coup, le thème d'aujourd'hui, qui est comment, du coup, briser un peu ces cases reçues qu'on a. Voilà, t'es dans une case et t'y restes. Et du coup, la question, du coup, je m'oriente sur ce volet-là. Moi, j'ai un ami, encore une fois, j'ai beaucoup d'amis. Mais j'ai un ami qui, lui, sa chance, c'est d'avoir su réagir très vite, comme toi un peu. Franchement, il est super brillant. Il a commencé par faire une première année de médecine. Sauf que c'était pas forcément ce qu'il voulait faire. C'était un peu comme nous. C'était, voilà, il allait où l'argent était. Ses parents mettaient la pression. Donc, forcément, il part en médecine. Première année, voilà, il est resté parce qu'il y avait la bourse. Mais honnêtement, il était pas assidu. Deuxième année, donc, il est arrivé dans mon cursus. Donc, je pense que cette personne va se reconnaître. Donc, le cursus, génie électrique, informatique, industriel. Sauf que là, pareil, les PC, ça l'intéressait pas forcément, mais c'était quelqu'un qui avait une faculté d'apprendre très facilement les choses. Donc, il pouvait t'apprendre la leçon par cœur, il pouvait te la recracher à l'examen, mais si tu lui demandais pourquoi, il n'était pas capable de t'expliquer. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et ça, c'est quand même, c'est fort. Il avait des super bonnes notes, mais il savait pas ce qu'il faisait, en fait. Il savait pas pourquoi. Il posait des questions, tu disais, mais ça fait 2 ans que tu es là, tu sais pas ça? Donc, des fondamentales, et donc, au final, et la chance qu'il a eue, c'est que à la 2e année, il faut trouver un stage. Il n'a pas trouvé de stage. Et donc, il n'a pas validé son année.
Et donc, plutôt que de recommencer une année, il s'est dit, je vais recommencer à zéro. Parce que ça me plaît pas. Donc aujourd'hui, il a recommencé à zéro. Ça va mieux, même si c'est pas forcément l'idéal, son travail. Mais au moins, si je peux me permettre, il s'ennuie moins. Donc il est un peu plus stimulé par ce qu'il fait, même si voilà, c'est pas forcément son idéal. Lui, c'est un passionné de foot. S'il aurait pu travailler dans le foot, consultant ou voilà, analyser un peu les données, parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de données. C'est quelque chose, je pense, qui l'aurait beaucoup plus intéressé. Et c'est pour ça que la question, la transition, et je vais te laisser la parole, Kobe, c'est aujourd'hui, comment faire lorsque, après 10 ans, on va revenir à la comptabilité, après avoir passé 10 ans dans la comptabilité, comment tu fais pour sortir de cette case et te réorienter? Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est plus facile qu'il y a 15 ans ou 20 ans de se réorienter. Avant, quand tu quittais le lycée, la seule voie que tu avais, c'était l'université. Là, aujourd'hui, tu as beaucoup d'écoles de commerce, beaucoup de formations. Tu peux utiliser ton compte CPF pour faire des formations, etc. Et du coup, c'est plus facile pour quelqu'un qui, à 35 ans, a envie de changer tout ce qu'il a envie de faire, de se réorienter parce qu'on a plus de place. Certes, il y a plus d'élèves aussi qui ont le bac, etc. Mais on a différentes formations. On peut se renseigner sur Internet, on peut plus facilement même quitter le pays, même carrément, pour aller faire des études à l'étranger s'il faut. Et donc, aujourd'hui, moi, je pense que, ok, ça va demander beaucoup de travail de se réorienter, mais c'est largement faisable pour moi. Ok, super. Tu as une dernière question, Blandy? Ouais, Kobe, moi j'ai une dernière question avant de laisser Jasmin conclure. C'est la question de savoir, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui vont nous regarder, beaucoup de personnes aussi qui ont de l'expérience dans la culture du travail, c'est de savoir aujourd'hui qu'est-ce qui prévaut. Est-ce que on peut dire que ce sont les compétences? Est-ce que c'est les diplômes? Ou est-ce que c'est l'expérience? Sur quoi les jeunes aujourd'hui doivent s'appuyer pour dans leur carrière aujourd'hui? Est-ce qu'ils doivent dire, bon, moi, je dois faire un bac plus 5, je donne par exemple un exemple. Est-ce que je dois me dire, bon, je fais mon expérience dans la comptabilité pour demain être expert comptable? Ou est-ce que c'est de me dire, bon, voilà, aujourd'hui, bon, je prends un peu le temps, je fais un peu ça à gauche. Est-ce qu'aujourd'hui, on voit aussi que les gens recherchent plus le CDI? Ou est-ce que ça va être plus des CDD ou de l'intérim? Mais vraiment, de faire comprendre aux jeunes aujourd'hui, qu'est-ce qui est important aujourd'hui? On parlait tout à l'heure de la question de l'anglais, de l'informatique. Est-ce que au vu de je pense que ma question, c'est vraiment de se pencher, en fait, de se mettre dans les chaussures d'un recruteur et de nous de se dire, voilà ce que les recruteurs attendent aujourd'hui et veulent voir sur un CV. Comme j'ai dit, la majorité des recruteurs, c'est encore des recruteurs à l'ancienne. Du coup, ce qui compte vraiment, c'est les diplômes. Et certes, le nom du diplôme, mais aussi le nom de l'école. Les recruteurs, on va pas se mentir, ils regardent beaucoup les classements des écoles, etc. dans les différentes formations. On est dans un système franco-français. Ton diplôme, ça va te suivre jusqu'à tes 40, 60 ans, même si tu as travaillé chez Goldman Sachs, tout ce que tu veux. Bien sûr. Ton diplôme, ça va te suivre toute ta vie. Quelqu'un qui a fait HEC, même dans 40 ans, il aura toujours écrit HEC sur son CV et le recruteur, il va toujours voir qu'il y a écrit HEC sur son CV. Donc, faut pas se mentir. Alors, il fallait que je te pose cette question parce qu'elle me revient et je pense que beaucoup de gens ont besoin que je pose cette question. On a vu dans les Jasmin parlait tout à l'heure de data que dans beaucoup de cas, certains jeunes de banlieue, 93, je pense que tu disais que tu viens de Saint-Denis, si je ne m'abuse, de certaines banlieues, lorsqu'ils envoient leur CV, on constate que ils ont des retours négatifs parce que moi j'habite à Villepinte, parce que j'habite à Aulnay-sous-Bois. Je fais l'amalgame, mais c'est une vérité. On a vu des reportages où on voit que par rapport à la zone géographique dans laquelle tu habites, ça peut poser problème. Et avant de pouvoir conclure, je voulais vraiment poser cette question et je veux que tu me donnes ton avis vraiment en toute transparence. Est-ce que tu penses qu'on devrait mentir sur nos adresses sur les CV?
Moi, je pense que oui. C'était Ouais, rapide. je pense que, ouais, ça joue. Ça joue. De toute façon, une fois que tu seras recruté, ils vont voir ta vraie adresse, t'as vu? Mais quand tu vois que tu postules beaucoup avec ton adresse et écrit 93 200 Saint-Denis et que ça fonctionne pas, Ok. essaye. Mais je sais pas, sans toi, mais un truc. Peut-être que ça va fonctionner, mais on va pas se mentir, il y a des gens qui pensent à l'ancienne, qui pensent que quand tu viens de Sani, tu peux pas te tenir droit dans des bureaux, dans des open space, alors que c'est complètement faux. Mais ouais, il y a malheureusement, des fois, faut mentir, tout ça, etc. Après, il y a des trucs où tu peux pas mentir. T'as vu, si Bien t'es sûr. noir, t'es noir. Hein, Bien sûr. C'est-à-dire, même si tu mets pas ta photo sur le CV, même ça, moi, je trouve ça ridicule. Mais Ok. même si tu mets pas ta photo sur le CV, le jour de l'entretien, il va te voir, il va voir que t'es noir, etc. Mais sur l'adresse, tout ça, etc. Si tu vois que au bout d'un moment, ça marche pas, essaye. Prends ta chance. Pourquoi pas. Ouais. C'est pas mal. Je t'attendais sur cette question, Blondie. Avant de conclure, moi, j'aurais une dernière question, vraiment la dernière des dernières. Elle est plutôt simple. C'est est-ce que parfois les dés sont déjà pipés? C'est-à-dire que tu vas prendre quelqu'un en entretien, mais tu sais que tu le recruteras pas. Parce qu'il faut faire du quota. Moi, comme j'ai dit, j'ai fait peu de recrutement, mais où j'ai été un peu, j'ai fait un peu de recrutement. J'avais pas d'objectif en termes de candidats reçus, etc. Mhm. Mais il se peut que dans des entreprises, on t'observe. C'est-à-dire, on regarde le nombre de candidats que tu reçois, etc. Et que la pression de tes managers fait que certains recruteurs te reçoivent, sachant pertinemment que ton CV, il ira pas plus loin. Ok. Donc, je pense que ça peut arriver. Après, moi, personnellement, ça m'est jamais arrivé. Et de toute façon, j'ai fait très peu de recrutement dans ma vie. Mais je pense que c'est pas impossible. En tout cas, moi, personnellement, j'ai été dans une classe avec beaucoup de RH, beaucoup de gens qui font du recrutement. J'ai jamais entendu quelqu'un le dire. De toute façon, même s'il le disait, je pense pas qu'il le dirait à moi. Donc, voilà, moi, je sais pas. Mais je pense que, ouais, y a moyen. C'est pas impossible. Bien, merci beaucoup, Kobe, pour ta transparence et ton honnêteté. On arrive à la fin de cette émission. Donc, comme vous l'aurez vu, on est dans un système rigide, malheureusement. Et c'est d'ailleurs peut-être pour ça que la nouvelle génération s'oriente davantage sur les réseaux sociaux et développe des carrières d'influenceurs, entre guillemets. Bien sûr. Mais bien évidemment, faites attention à la mésinformation. Je sais que tu me le répètes beaucoup, Blondie. Donc, merci, Kobe, de nous avoir rejoints pour traiter ce sujet pas facile. Et on te remercie. Donc, prenez soin Merci de à vous. Prenez soin de vos proches. N'hésitez pas à nous donner de la force, à commenter, à nous suivre sur les réseaux sociaux. C'est important, comme je le mentionnais précédemment. Et donc, on est partout, hein, je le rappelle. On est sur Snapchat, Facebook, Instagram, TikTok. N'hésitez pas à nous suivre. N'hésitez surtout pas également à nous envoyer des candidatures pour venir sur le plateau et pour nous parler de votre expérience. C'est tout pour moi. Blondie, je te laisse le mot de la fin. Merci beaucoup. Écoutez, portez-vous bien et à très vite pour une nouvelle émission de Entre Chiens et Loups. Merci bien.